crois, tout à fait. Oui, oui. Bonsoir, bienvenue à tous à ce cycle de conférences d'Université pour tous. Donc là, on arrive sur la dernière conférence sur la thématique du merveilleux Moyen-Âge. Et on accueille M. Alexis Charançonnet qui va nous parler des chevaliers de la table ronde et qui est historien médiéviste. Merci. Bonsoir à tous. Alors, vous avez pu voir le titre que j'ai demandé à vous d'afficher, les chevaliers de la table ronde entre mythe et histoire. Donc, je vais expliquer mythe et puis bien sûr histoire. Mais avant, je veux remercier la médiathèque parce que c'est la première fois en fait que je fais une conférence ici. Alors, je n'estime pas que je suis un invité obligatoire, un conférencier incontournable, mais je connais bien cet endroit parce que j'ai été maire adjoint chargé d'affaires culturelles dans cette ville il y a quelques années déjà. Et puis précisément, c'est ma carrière universitaire qui m'a obligé d'arrêter ce mandat que j'aimais beaucoup. Donc bon, voilà, c'est la vie. Mais après, j'ai toujours regretté sans le dire, in petto, comme on dit, qu'on ne se souvienne pas que par ailleurs j'avais une profession. Et je suis très content que ce soit le cas aujourd'hui. Voilà, parce que c'est ma ville, parce que je l'ai toujours apprécié, ses habitants, parce que l'équipe municipale qui l'a dirigée, qui continuera de la diriger, son service culturel. Et enfin, parce que je veux rendre compte de mon travail, je suis enseignant-chercheur. Donc une partie de mon travail est consacrée à la recherche. Or, cette recherche, elle est payée avec vos impôts. Là, pendant 6 mois, pour la première fois de ma vie, il est vrai, j'ai 6 mois payés par la collectivité uniquement pour faire de la recherche, produire des articles, des bouquins, etc. Et la recherche a été tellement vilipendée par les gouvernements successifs de ce pays, aussi bien de droite que, entre guillemets, de gauche, ces derniers temps, que moi, je veux vous expliquer, simplement par ma présence et en vous racontant cette petite histoire-là, que peut-être qu'on n'invente pas la Lune, mais on trouve quelque chose, contrairement à ce que disait Sarkozy, et puis qu'on fait un travail utile, je trouve, simplement pour la culture, le plaisir, et pour discuter entre nous et faire ensemble commune. Voilà, donc je tenais à dire ça. Alors, les chevaliers de la table ronde entre mythe et histoire, c'est vrai que c'est bien un mythe au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire un récit, cette histoire de table ronde qui vient assez tard dans le récit, venu du fond des temps, puisque au moins depuis un millénaire et demi, on repère l'origine du récit qui va aboutir à cette idée de la table ronde. Alors, un mythe, je vous le rappelle, c'est, il y a 36 définitions possibles, mais c'est un récit légendaire que les païens, avant les chrétiens déjà,
offraient à leurs dieux, en général, pour leur rappeler leurs exploits d'abord, hein, que ces dieux étaient efficaces, ils accomplissaient des exploits et donc on les flattait, vilement parfois. Et puis ensuite, on espérait que s'ils étaient en colère, on apaiserait leur courroux, et puis pour finir qu'on obtiendrait leur faveur. C'est un mot grec, hein, mutos, et par exemple Homère est plein de mythes, hein, et ça veut dire la fable, l'histoire fictive. Donc c'est bien un mythe, je répète, qui est là depuis 1500 ans environ en Europe, hein, et le fait que ce soit un mythe est prouvé par le fait que sa matière, c'est-à-dire les thèmes principaux que ce mythe contient, sont utilisés par Chrétien de Troyes, un écrivain continental. La matière est originaire de Bretagne, c'est-à-dire de Grande-Bretagne, hein, d'Angleterre actuelle. Et on verra pourquoi, je vous dirai dans un moment, pourquoi on parle de Grande-Bretagne actuellement et de petite, on ne dit pas, hein, la Bretagne la nôtre, hein, où je me rends demain d'ailleurs. Donc, j'y pense. Donc, la matière de Bretagne, n'est-ce pas, est utilisée par cet homme qui, lui, est un continental. On connaît très peu de choses de lui, Chrétien de Troyes, donc comme l'indique son nom, hein, peut-être originaire, ou en tous les cas ayant vécu dans la ville de Troyes. Et on sait qu'il a travaillé pour deux cours princières, la cour de Flandre et la cour de Champagne. Et c'est lui qui véritablement crée les chevaliers de la table ronde. Enfin, il ne les crée pas, mais en tous les cas, qui les acclimate. Et Chrétien de Troyes, autant dire tout de suite, puisque vous ne savez peut-être pas ou pas tous, c'est un romancier. Qu'est-ce que ça veut dire un romancier? C'est quelqu'un qui écrit en langue romane, c'est-à-dire en ce qui commence à être du français du Nord, du français d'Oïl. Jusqu'ici, l'essentiel du texte de la matière de Bretagne, qui donne naissance au mythe des chevaliers de la table ronde, était soit en latin, soit en gaélique, au milieu de sa provenance en cymrique exactement, qui est le nom donc, du gaélique gallois. Et là, lui, il traduit tout ça et il crée une œuvre littéraire en roman. Et donc les romans, c'est pas d'abord la forme littéraire que vous connaissez, hein, un récit, c'est d'abord le passage dans la langue vernaculaire, nationale, entre guillemets, pas encore, mais qui deviendra, d'une littérature qui a été exprimée en latin ou dans une autre langue vernaculaire. Et donc c'est pour ça que ce romancier, ce premier romancier français, c'est sans doute pas le premier, c'est le plus célèbre, hein, a beaucoup fait. Il a vécu, il est né sans doute vers 1135 et il est mort entre 1181 et 1191. Donc on ne sait pas très bien, hein, mais en gros vous voyez le milieu, enfin entre la fin de la première moitié du XIIe siècle et donc son troisième quart. Je reviendrai longuement sur lui, bientôt. Sachez en tous les cas que Chrétien a vraiment modelé cette matière importée de Bretagne, de Grande-Bretagne actuelle, pour la faire correspondre aux vœux de son mécène, qui était donc la comtesse de Champagne, n'est-ce pas, Marie de Champagne, et il lui donne ce qu'il appelle une conjointure, c'est-à-dire une architecture, il structure autrement ce récit, et puis il lui donne un sens, et ce sens principal, ça sera à la fin de ma conférence, c'est la quête fameuse du Graal, n'est-ce pas, qui fera la célébrité, une des célébrités du mythe. Hein. Alors le Graal, c'est le petit vase qui est censé avoir recueilli le sang du Christ, hein, lors de la crucifixion, hein, le sang du Christ qui coulait de son flanc, qui avait été versé, hein, par un légionnaire du nom de Longin. Et donc quelqu'un était là. Alors la Bible ne dit rien de tout ça, hein, quoi qu'on pense par ailleurs de la Bible, mais quelqu'un était là. Donc c'est vraiment un mythe greffé, comme il y en a beaucoup, hein, sur le corpus originel du christianisme, et qui vient modifier un peu les choses et qui deviendra très populaire. Il y a comme ça des thèmes, hein, para-chrétiens, chrétiens, mais qui ne sont pas dans les textes bibliques et qui deviennent très populaires. Par exemple, le bœuf est là, la crèche. Hein. Vous pouvez chercher dans l'évangile, vous ne le trouverez jamais. Bon. Pardon? Oui, mais pas pour Jésus dans la crèche, etc. Oui, mais pas pour faire une crèche. Oui, bien sûr. Voilà, il y a les animaux, ça je suis d'accord, hein, bien sûr, hein, c'est pas un monde sans animaux. Mais voilà, hein, qui veillent, etc. Il y a les rois mages, par contre, qui eux viennent de loin. Mais bon, passons. En tous les cas, je me suis mal exprimé, pardon. Et donc, il reprend cette matière et il lui donne une nouvelle architecture, un sens nouveau aussi, qu'on peut appeler un sens chrétien, parce que c'était une matière d'origine païenne, je l'ai dit et j'y reviendrai. Et puis, il lui donne vraiment ce qui va devenir son succès, hein, quelques traits caractéristiques par lesquels je terminerai. Il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 1 millier de livres et d'articles publiés
sur les chevaliers de la table ronde, la quête du Graal, plus ou moins sérieux, hein, plus ou moins crédibles, et donc qui eux-mêmes sont plus ou moins crédules à propos de ce fameux Graal et de ce fameux mythe. Je vais essayer donc de vous dire ce qui est de la légende, ce qui peut être de l'histoire, ou quelle histoire ça peut refléter, et puis enfin quel usage historique et politique surtout, certains rois anglais, et puis un petit peu, on va le voir, des princes français ont pu faire de ce travail. Parce que ça n'aurait pas eu un tel succès si ça n'avait pas répondu quelque part à des usages politiques, comme très souvent. Donc un premier point qui sera la genèse de la légende, hein, et son développement notamment au service des rois dits Plantagenets, hein, qui est la dynastie anglaise qui règne en gros à partir de 1160 en Angleterre, 1170, hein, et donc, alors Plantagenet, parce qu'ils viennent du continent au départ, et que leur ancêtre, Geoffroy Plantagenet, hein, aimait beaucoup chasser dans les landes d'Anjou et du Maine, dont il était originaire, c'est un continental lui aussi. Hein. Et donc, c'est le surnom. Et alors, cette famille, c'est la deuxième famille qui, après les ducs de Normandie en 1068, conquiert l'Angleterre. D'ailleurs, ils s'étaient alliés avec la famille des ducs de Normandie qui n'avaient plus d'héritier mâle direct. Hein. Et après des guerres civiles, ils mettent la main en Angleterre. Donc, d'abord, je l'ai dit, développement de la légende et exaltation de cette légende au service des rois Plantagenets. Et puis la deuxième part, la christianisation, lors du passage sur le continent et l'appropriation de la matière, comme je l'ai dit, par Chrétien de Troyes dans la seconde moitié du XIIe siècle. Donc un point que je pourrais appeler genèse et politisation d'une légende. La première mention d'Arthur, elle est très précoce, elle est de la fin du VIe siècle, dans un long poème mélancolique, hein, puisque Arthur, hein, est le roi qui crée, on le verra tout à l'heure, la table ronde, et autour de laquelle ces chevaliers viennent s'asseoir. Et vous voyez que s'il y a un contexte politique à ça, c'est parce que la table ronde, c'est le signe de l'égalité des chevaliers. Bien sûr. À la table d'Arthur, il y a des rois, des chevaliers, mais tout ça forme une caste, hein, une catégorie sociale et culturelle homogène avec ses valeurs, et qui, de ce point de vue-là, constitue des égaux par rapport à toutes sortes de gens qui, pour des raisons différentes, sont soit différents, les clercs, soit inférieurs, les vilains. Donc, un poème mélancolique en cymrique, hein, la langue gaélique que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle les Golodines, c'était le nom d'une tribu bretonne, et qui évoque la mort de 300 combattants au VIe siècle. Arthur n'en fait pas encore partie, mais il leur est comparé, donc son nom apparaît dans cette œuvre. À cette époque, cela dit, on connaît par d'autres sources, hein, des inscriptions, différents petits poèmes, 5 guerriers du nom d'Arthur, c'est-à-dire au VIe siècle, après Jésus-Christ, en Grande-Bretagne actuelle, donc en Bretagne, habités, hein, par les Celtes, les Gaéliques. Hein. Et tous, en fait, sont membres de la haute aristocratie irlandaise, et le patronyme Arthur pourrait bien signifier homme-ours. Dans les toutes premières légendes qui courent sur Arthur, hein, Arthur est très souvent moitié homme, moitié ours. Et il chasse un sanglier, d'ailleurs. C'est un très puissant chasseur. Et puis on trouve d'autres récits en cymrique, hein, C-Y-M-R-I-Q-E. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire le PowerPoint que j'avais envisagé de faire. Et dans un autre récit, dont le titre est quand même un peu imprononçable, comme tous les mots gallois, hein, que vous connaissez, donc je vous les épargne, mais raconte la chasse par le roi Arthur d'un immense sanglier, hein, un animal qui a toujours fait l'objet d'un culte privilégié chez les Celtes. Hein. Puis on trouve d'autres poèmes de bardes, hein, c'est-à-dire ces gens qui récitaient et qui jouaient de la musique, hein, et qui narrent les autres exploits d'Arthur. Et alors là, la dimension du merveilleux commence à se développer considérablement. Les voyages d'Arthur, alors sur la mer, les Celtes ont toujours été de grands navigateurs, ne serait-ce que pour franchir la Manche, qui quand même n'allait pas de soi, hein, au moins au VIe siècle après Jésus-Christ. Et puis des voyages dans l'au-delà. Grande spécialité des récits mythiques, hein, d'origine païenne ou chrétienne d'ailleurs, parce qu'ensuite ça se christianisera, hein, autour de Saint Patrick, hein, et ce qu'on appelle le purgatoire de Saint Patrick, qui a trouvé en fait l'entrée du purgatoire. Bon, depuis on n'a pas retrouvé. Mais donc voyage dans l'au-delà, et c'est là que par exemple apparaît la ville fabuleuse d'Avalon, n'est-ce pas? Et Avalon, c'est l'île aux pommes, littéralement, hein, c'est traduit cymrique, où réside la fée Morgane et ses compagnes les fées. Et à Avalon, mais aussi ailleurs, hein, enfin pas à Avalon même, puisque là c'est une île paradisiaque, mais ailleurs, Arthur et ses compagnons combattent alors des ogres, des dragons,
Alors songez à Ulysse, hein, combattant le Cyclope, c'est du même ordre, en fait. Exactement. Un autre cycle mythique décrit aussi le rapt d'une personne qui deviendra très importante dans la galerie des personnages arthuriens et de ce qui donnera naissance au Chevalier de la Table Ronde, c'est Blanchefée, c'est-à-dire Guenièvre. Là encore, non gallois, mais imprononçable. Hein. Et il y a un roi maléfique, évidemment, qui est l'auteur de ce rapt, qui s'appelle Modred, c'est le méchant. Clairement, on peut le dire comme ça. Alors, ce qui marque une étape dans l'enracinement en Grande-Bretagne, en Bretagne du mythe arthurien, dans l'ouest de la Grande-Bretagne, c'est son enracinement donc territorial. Et donc, c'est l'apparition d'une histoire des Bretons, mais des grands Bretons, bien sûr, hein, de ceux qui sont à la fois antérieurs aux Saxons et antérieurs, bien sûr, aux Normands, hein, pour un peu plus tard. C'est important ça, hein, il faut savoir, donc je reviens sur ce que j'avais dit, que je ne vais pas expliquer finalement. Les Bretons sont les gens qui habitaient la Grande-Bretagne actuelle. Donc des Celtes, hein, alors il n'y avait pas que, il y avait des Pites. Et puis sont arrivés au VIe siècle les Angles et les Saxons, qui étaient des peuples germaniques, hein, et qui ont imposé hein, leur langue, l'anglais. Pourquoi l'allemand et l'anglais sont si proches, hein, c'est évidemment pas par hasard, ce sont deux langues germaniques. Et donc, les Celtes se sont battus contre eux. De même que pour une part, ils avaient combattu les Romains. Et donc, en se battant contre eux, ils ont été globalement, alors que la légende d'Arthur dira le contraire, vaincus et repoussés dans les marges, à l'extérieur. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont atterri au nord en Écosse, au Pays de Galles, en Cornouailles, anglaise, hein, sud-ouest, et puis pour partie en Irlande, bien sûr. Donc, pour revenir à ce que je disais, le mythe des Bretons s'enracine géographiquement, enfin le mythe d'Arthur, pardon, et des Bretons qui l'accompagnent, s'enracine dans le sud-ouest, dans l'ouest de la Grande-Bretagne et le sud-ouest, hein, à l'occasion de la rédaction de l'histoire des Bretons, qui rassemble des récits historiques sous la plume d'un clerc gallois qui s'appelle Nennius, N-E-2-N-I-U-S. On est au 9e siècle, 129-30, et il contribue beaucoup à cette fixation géographique du mythe d'Arthur, hein, et des exploits d'Arthur dans une région dont les habitants, disent d'autres écrivains, prétendent depuis longtemps observer des phénomènes merveilleux. Par exemple, dans la haute vallée hein, de la Vie, une guerre galloise, l'est du Pays de Galles. L'enracinement du mythe arthurien, alors réel, hein, est attesté par des vraies sources historiques non merveilleuses. Un abbé de Saint-Martin de Tournai, donc la Belgique, hein, une grande abbaye qui, je crois, n'existe plus, mais en tous les cas, qui était très importante au Moyen-Âge, qui s'appelle Hériman, un nom bien germanique et qui est mort en 1137, raconte qu'à l'occasion d'un voyage de ses moines dans le sud de l'Angleterre et ensuite au Pays de Galles en 1137, l'un de ces moines a failli se faire lyncher par un autochtone parce qu'il avait mis en doute l'existence d'Arthur. Donc il semble que, d'après Hériman, hein, en général les moines sont assez fiables au Moyen-Âge. Ils sont bons chroniqueurs, c'est eux qui fournissent la majorité des chroniques. Hein. Surtout les moines. Alors là c'est un Belge, mais bon, donc s'il est en Angleterre, les chroniques des monastères anglais sont formidables. De détails, vraiment, vraiment. Donc on a aussi une autre œuvre qui atteste qu'Arthur est devenu un personnage familier de l'univers mental et auquel on croit à l'existence, ou du moins à l'ancienne existence. C'est l'œuvre du Gallois, justement, Giraud de Paris, qui a été évêque hein, d'un petit bled gallois. Hein, ça a été son grand échec, il rêvait d'être plutôt évêque en Angleterre, et on l'a envoyé dans son pays natal, mais enfin, il a fait un voyage au Pays de Galles, 1191-1197, passé en récit, et il dit dans ce voyage qu'on pouvait, au Pays de Galles, voir la chaire d'Arthur, donc l'endroit où il s'asseyait, et que le plus haut sommet de la région était appelé Trône d'Arthur. Alors évidemment, en plus, ce sont des chaises et des sommets, même si les sommets gallois ne sont même pas extrêmement élevés, mais gigantesques. Hein. Donc Arthur est un géant, bien sûr, un personnage considérable. Alors, on est bien dans le monde du merveilleux. Mais il y a aussi un pan de la culture qu'on peut appeler savante qui accrédite ce mythe d'Arthur. C'est ce qu'on appelle les vies de saints, qui est un genre caractéristique du christianisme au médiéval et puis ensuite tout court. Ça consiste quand quelqu'un est réputé saint par faire écrire sa vie par un clerc, pour pouvoir le célébrer sur les autels. Ce qu'on appelle la legenda du saint. Ce qu'on doit lire sur le saint et qui viendra la légende. Au sens exact, la traduction est littérale. Alors, comme ça, on raconte les vies de saints, et alors, on trouve au moins 5 vies de saints différentes qui, entre 1100 et 1130, mentionnent Arthur.
Donc voilà, ces saints qui eux sont très réels, hein, qui sont des ermites, qui sont toutes sortes de gens, hein, des missionnaires, ont connu Arthur, disent leurs biographes, hein, et donc c'est l'annonce de la christianisation du mythe, hein, qui sera vraiment effectuée par Chrétien III, mais on voit que là on rentre dans un univers toujours merveilleux, mais chrétien. De toute façon, dans l'univers des saints, chrétiens, il y a beaucoup de merveilleux, ils font des miracles extraordinaires. Hein. Vous lisez la vie de Saint Georges, le nombre de fois où il se fait couper la tête, où il la porte sous son bras et où il arrive à repartir, bon, c'est quand même une vie assez étrange. Hein. Voilà. Donc, Arthur a rencontré, je l'ai dit, beaucoup de saints, par exemple le moine Cadog. Sa vie est très ancienne, hein, 550 environ, et Arthur y est mentionné à 2 reprises. D'ailleurs, pas toujours dans un portrait flatteur. Arthur dérobe des autels, hein, à U, hein, bien sûr, hein, les endroits où on célèbre dans les églises, mais en fait le but est Dieu. Arthur ne peut pas être un méchant garçon. Hein. Donc il oblige le saint, ce faisant, à délivrer la contrée du dragon. Parce que lui-même, Arthur, malgré ses pouvoirs, ne parvient pas à le faire. Donc le pouvoir d'un grand roi. On ne sait pas s'il est déjà chrétien, mais en tous les cas, qui utilisent plutôt la magie, sont inférieurs évidemment au pouvoir du prêtre. Hein. Voilà. Donc là, on entre aussi dans l'univers chrétien. Arthur devient, pour finir, un personnage historique, c'est-à-dire que de grands textes latins d'ampleur commencent à le citer, sont relatifs à lui. Avec Nennius, on l'a déjà vu, hein, cet ensemble de récits sur les Bretons, qui raconte en fait, depuis la création du monde jusqu'à la mission de Saint Patrick, dont je parlais, hein, le patron des Irlandais. Alors Saint Patrick, il a réellement existé, il a vécu entre 385 et 461, toutes les victoires d'Arthur contre les Saxons. C'était vraiment le champion de la lutte des Celtes, les Gaéliques contre les Saxons. Et puis, autre texte latin d'ampleur, la décadence de Bretagne du moine Gildas, encore lui antérieur du VIe siècle, qui vient probablement, ce moine de Bretagne continentale, il vient du monastère de Ruis, on pense, dans le golfe du Morbihan, et qui lui aussi raconte les exploits d'Arthur défendant les Bretons et donc les Celtes contre les affreux anglo-saxons. Et parfois même s'y mêlent des combats contre les Romains, pourquoi pas. Hein. Donc, on signale dans Nennius, hein, dans l'histoire des Bretons, que Arthur porte une image de la Vierge sur son épaule. Donc là, c'est encore un signe de christianisation évident. Hein. Ceux qui portaient par exemple au combat des images de la Vierge, c'était les Byzantins, les futurs Grecs orthodoxes. Même des grandes images en combat avec le Christ, la Vierge. Ça s'est fait beaucoup plus tardivement en Occident. C'était typique de la chrétienté grecque. La perspective chrétienne est encore confirmée par le fait que Arthur, dans tous ses textes, remporte 12 victoires, les 12 apôtres. La présence, peu à peu à ses côtés, l'apparition de Patrick, le saint missionnaire, n'est-ce pas, qui devient quasiment son compagnon. Or, Patrick est toujours comparé à Moïse guidant les Hébreux vers la terre promise. Enfin, un dernier outil qui fait rentrer Arthur dans l'histoire, qui crédibilise que ce personnage a bien existé, c'est les annales de Cambrie. Hein, la Cambrie, c'est le pays de Galles, hein, du milieu du Xe siècle, qui là encore mettent en scène Arthur. Enfin. Et arrive alors, en Grande-Bretagne, l'auteur un peu génial, donc le falsificateur, si on veut, de génie, qui à la fois accrédite définitivement le mythe arthurien et pas encore les chevaliers de la table ronde, hein, malgré le titre, ça tarde, mais on est quand même, j'espère que vous en avez conscience, entre le merveilleux et l'histoire. Donc arrive l'auteur décisif à la fois du mythe, de son accréditation, et puis de la politisation de ce mythe. Alors cet auteur, il s'appelle Geoffroy de Monmouth, M-O-N-M-A-M-O-U-T-H, comme la bouche, hein, tout attaché. C'est vraiment un affabulateur de génie qui fait d'Arthur le roi de toute la Bretagne, une chose qu'on a déjà dit, il expulse les anglo-saxons, et le conquérant victorieux, parce que Arthur ne s'arrête pas là chez Geoffroy, une grande fierté bretonne, conquérant victorieux de presque tout le continent. Il va même mettre une trempe au préfet de Paris, on en prend un peu pour notre grade, c'est pas du tout par hasard, hein. Il y a une très forte rivalité dès l'époque, c'est pas encore la guerre de 100 ans, c'est même pas encore le conflit entre les Capétiens et les Plantagenets qui va venir sous peu, hein, entre Philippe Auguste et Jean Santerre, enfin Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. N'oubliez jamais que ces Plantagenets, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont continentaux. Et en fait, un type comme Richard Cœur de Lion, donc le second fils d'Henri II Plantagenet, dont je vous dirai un mot tout à l'heure,
le premier grand roi Plantagenet d'Angleterre, le premier roi Plantagenet d'Angleterre, eh bien, Richard Cœur de Lion a passé en gros moins d'1 an en Angleterre pour 10 années en France. Il était duc d'Aquitaine par sa mère Aliénor. Et ça l'intéressait beaucoup plus, il avait une culture aquitaine, et l'Angleterre faisait froid. Donc, voilà, pardonnez-moi parce que pour les zones, j'ai l'Angleterre, mais enfin voilà. Et il est mort à Chalus, hein, vous savez, hein, dans un siège un peu bête, hein, il est enterré donc, en Auvergne, dans cette partie justement de l'Aquitaine hein, extrême qui jouxtait le royaume capétien. Donc, je reviens à mon propos, mais c'est pour vous dire que donc, Arthur est le roi de toute la Bretagne et bat l'Europe entière, quoi, dont les Français, évidemment, c'est pleutre. Cela donc, est raconté donc, dans l'histoire des rois de Bretagne de Nennius, en latin et de manière très efficace. Dans l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth, pardon, entre 1136 et 1137, dans un latin, là on est encore en latin, mais très efficace, donc c'est là que Chrétien de Troyes joue un rôle considérable, hein, le passage en roman. Et le succès est massif. Alors, au Moyen-Âge, pour juger du succès d'une œuvre, on n'a que les manuscrits, puisque les œuvres étaient copiées à la main, manuscrites, n'est-ce pas? Et alors, on a 58 manuscrits rien que du XIIe siècle, c'est-à-dire du siècle même, une sorte, c'est considérable, je peux vous garantir. Alors, les spécialistes disent qu'il y a un taux de perte, etc., mais on s'en fout. De toute façon, après, tout étant égal, on peut savoir à peu près les œuvres qui ont été des best-sellers médiévaux. Best-sellers, d'ailleurs, étant pas vraiment le mot. Les œuvres qui ont été des best-reading, moi, j'en sais rien, pour rester en anglais. Donc, très vite traduit en plus, autre signe du succès. En 1155, un Normand, mais c'est logique, la Normandie a nourri la Grande-Bretagne, en 1066, elle l'a conquise, et donc les liens sont restés très étroits. Hein. Et d'ailleurs, Henri de Plantagenet, avant de conquérir le trône de Grande-Bretagne auquel il aspirait par sa maman Mathilde, une descendante de roi anglo-normand, eh bien, il a d'abord reconquis le duché de Normandie. Hein. Il était déjà comte d'Anjou, et il a progressé comme ça pour bâtir cette grande domination. Certains ont parlé d'empire angevin. Bon, c'est commode, hein, mais c'est cette domination qui s'étendait à la fois sur une bonne partie de la Grande-Bretagne et puis sur tout l'ouest de la France. Surtout, vous savez, c'est ce type qui a épousé Aliénor. Or, Aliénor, ça avait été l'épouse du roi de France. Ils ont divorcé et elle a rencontré le bel Henri. Donc en 1152, elle est passée, en 1150, elle quitte donc Louis VII, en 1152, elle rencontre le bel Henri, elle lui amène l'Aquitaine, parce que c'était elle la duchesse héritière. Et donc, ce grand royaume se forme. Toujours est-il donc que, je l'ai dit, traduit en 1155 par le normand Weiss, ou Weiss, W-A-C-E, n'est-ce pas, et qu'il adapte en dialecte français, très important, passage en français. Alors, au passage aussi, les Normands et le français. Les Normands sont les créateurs du français, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on parlait bien sûr français, roman, la langue qui descendait romain dans tout le nord de la France, et puis dans le sud d'ailleurs, mais selon la version d'Oc. Mais le problème, c'était le passage du statut de la langue, d'une langue simplement parlée, à une langue littéraire. Mais il faut savoir que le premier manuscrit précieux, entièrement en français, dont on connaisse la provenance, c'est un manuscrit d'Oxford de la chanson de Roland. Et les meilleurs spécialistes aujourd'hui pensent que le français littéraire a été créé en Angleterre à la cour des rois normands. Il n'y a rien de stupéfiant. Mais alors c'est amusant quand on entend tous ceux qui nous racontent que la langue c'est vraiment la marque de la nation, etc. Le français est inventé en Angleterre. Parce qu'au contraire, c'était la marque de l'aristocratie. Voilà. Alors, ces choses dites, adaptent en français, en anglo-normand, dans un roman qui s'appelle le roman de Brut. Roman, puisque c'est bien de la langue romane, de Brut. Et c'est là, enfin, vous allez me dire quand même, il y arrive, mais c'est comme ça, hein, l'histoire ne va pas la changer, que apparaît la table ronde. Le premier, c'est pas Geoffroy lui-même, c'est sa traduction en français par Weiss qui, enfin, invente la table ronde pour la première fois. C'est vraiment Weiss qui introduit l'univers chevaleresque, qui enveloppe complètement la matière de Bretagne dans l'univers chevaleresque. Donc l'amour courtois, avec tous ses codes, hein, ces jeux amoureux entre sa dame, la dame et son soupirant. La largesse et la miséricorde d'Arthur, hein, évidemment, hein, bon, qui est bien obligé de temps en temps d'estourbir tel ou tel, mais qui après se repent beaucoup et donc essaie de rattraper. Hein. Au Moyen-Âge, on fait toujours la guerre, mais sous les yeux de Dieu. Et donc après, on fait des pénitences.
Guillaume le Conquérant, quand il conquiert l'Angleterre, il débarque à Hastings, et après avoir mené une bataille assez sanglante et massacré Harold, notamment son concurrent, qui était roi d'Angleterre, de fait, qui avait été couronné donc à Winchester, qui était la capitale à l'époque, eh bien, il fait faire à son armée toute une série de pénitences. Voilà. Bon, donc, on ne s'interdisait pas la violence, mais on savait bien qu'il y avait quelque chose qui dérangeait l'ordre du monde là-dedans. Et donc, insistance aussi sur le cheval, typique, bien sûr, du milieu chevaleresque. C'est l'arme par excellence du combat, le cheval. Ça coûte très cher, on a fait des calculs, on sait. Et puis, ils en avaient 3 ou 4, un pour porter pendant les intermèdes des campagnes, un pour porter le matériel, un pour charger à telle occasion, et puis un 4e pour parader quand le seigneur ou le roi vous appelait pour la remontrance, comme on dit, c'est-à-dire, c'est pas le sens actuel, c'est pour montrer sa monture. Donc voilà, tous ces motifs. Et alors, vous les voyez par exemple déjà dans la tapisserie de Bayeux, c'est pour ça que l'apport normand est important. Si vous regardez, vous voyez la place du cheval, la place, bien sûr, des armes. Alors, tous ne sont pas chevaliers, mais on voit bien que les Normands étaient dans cet univers, et qu'en récupérant la matière de Bretagne, un petit passage chez eux, eh bien, ils la font rentrer dans l'univers chevaleresque. Donc, dans ce roman de Brut, qui est l'adaptation de Geoffroy de Monmouth, on y narrait l'histoire d'Angleterre de l'arrivée des Bretons jusqu'en 689, et un tiers était consacré à Arthur seulement. Il faut savoir que le mécène, je reviens un peu en arrière sur la traversée de la Manche jusqu'à la Normandie pour repartir un peu sur Geoffroy, le vrai créateur du mythe arthurien. Donc son mécène, celui qui lui a commandé cet ouvrage, censé être historique sur l'origine du peuple breton, c'est Robert de Gloucester. Robert de Gloucester, c'est le fils bâtard du roi d'Angleterre, Henri Ier, qui est mort en 1135 parce que sa nef, la blanche nef d'ailleurs, a chaviré et donc il s'est noyé. Donc il est mort sans héritier, ce qui explique ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les contestations de la guerre civile, n'est-ce pas, et le fait que les Plantagenets aient fini en s'unissant avec les héritiers présomptifs par raccrocher les wagons et conquérir l'Angleterre. Toujours est-il que donc Robert de Gloucester est quelqu'un du milieu anglo-normand. C'est donc le fils bâtard, c'est-à-dire hors mariage, qui est extrêmement courant, bien sûr, du roi Henri Ier. Et il a passé une alliance, c'est pas par hasard, avec les guerriers gallois pour défendre les droits justement de sa demi-sœur Mathilde, dont je vous parlais tout à l'heure, au trône d'Angleterre. Et donc, voilà pourquoi, probablement, il a commandité cette œuvre à la gloire des Gallois et des Bretons. Donc, c'est pas du tout une œuvre qui naît n'importe comment. Dès le départ, elle naît dans un contexte politique. Donc, je vous l'ai dit, c'est aussi l'occasion de l'arrivée des Plantagenets. Il semble bien que Geoffroy de Monmouth, pour conclure sur lui, puisque après je vais transiter sur le continent définitivement, il semble que ce Geoffroy de Monmouth puisse afficher sans complexe sa fierté d'être breton et d'avoir lutté en tant que descendant des Bretons, ses ancêtres bien sûr, aussi bien contre les Anglo-Saxons, j'en ai déjà parlé, éventuellement contre les Romains de temps en temps, un peu avant, que contre les Normands. Mais c'est normal. J'ai dit qu'il travaillait pour un mécène d'origine anglo-normande, mais très très vite, ce sont les Plantagenets, une autre famille du continent qui, bien qu'elle vienne normand, succède. Donc ça ne pose pas trop de problème de cogner un peu sur les Normands, et en tous les cas d'exalter le peuple breton. Et ce qui est formidable, c'est que les Plantagenets, famille venue du continent, ne sachant pas à quoi se raccrocher, ne pouvant pas se raccrocher au monde anglo-normand directement, puisqu'ils ont combattu un certain nombre d'entre eux, eh bien s'inventent une généalogie justement merveilleuse, celle du puissant peuple breton, dont ils ne sont jamais descendus, évidemment, qui donc a toujours lutté contre tous les envahisseurs et a empêché au moins une partie de la Grande-Bretagne, celte et bretonne précisément. Au passage, notre Bretagne, ce que je n'ai toujours pas dit, mais elle a été peuplée par ceux de ces grands Bretons qui ont traversé la Manche, n'est-ce pas, pour venir s'installer chez nous pour fuir les Anglo-Saxons. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. D'ailleurs, c'est prouvé dans Astérisque. Alors, lui-même, notre ami Geoffroy, est probablement quelqu'un qui venait d'une famille de Bretagne continentale, la nôtre, qui, dont la famille avait suivi Guillaume le Conquérant lors de la conquête de 1066, parce que Guillaume le Conquérant avait amené du monde de partout, de Flandre, de Normandie, bien sûr, il était duc, etc. Et donc, il a vécu, sa famille a vécu au Pays de Galles, il connaît le gallois très bien, le Cymric,
Et d'ailleurs, il prétend que l'histoire qu'il a inventée, il l'a trouvée dans un manuscrit en gallois. Quelle chance, hein. Très souvent, hein, on a des découvertes un peu fabuleuses au Moyen-Âge. C'est lui qui impose Merlin, si Wace a imposé les chevaliers de la table ronde, hein, c'est lui qui impose Merlin, qui impose le roi Uther Pendragon, à tête de dragon, ça veut dire. Mordred, dont on a déjà vu l'apparition, qui trahit Arthur et couche avec sa femme, le vilain Guenièvre. Notez que certes, le texte de Geoffroy traverse la Manche, mais que la part essentielle de la littérature qui permet le transfert, c'est pas une littérature écrite. Il y a aussi, en tous les cas, il y a aussi toute une activité orale, parce que vous voyez bien que ce sont des récits chevaleresques et en tous les cas merveilleux qui se prêtent à des performances orales. Et une bonne part de la littérature a d'abord voyagé comme ça. Je vous parlais de la chanson de Roland, c'était le cas aussi pour les œuvres d'Homère. Donc ce sont des jongleurs, comme on les appelle, hein, comme les appellent les médiévaux, puis aussi des chevaliers parfois et leurs dames qui racontent dans les veillées toutes ces histoires. Et la rapidité de la circulation de l'histoire d'Arthur, de la table ronde et autres, est attestée par exemple par le fait que dès 1165, dans la cathédrale d'Otrante, c'est-à-dire en Pouille, au sud de l'Italie, on a un pavement de la cathédrale qui représente une partie de la légende d'Arthur. 1165, on est au bout de l'Europe. Donc c'est allé très très vite entre 1155, enfin non, 1135 la création par Geoffroy et 1155 sa traduction en français sur le continent par Wace. Donc je voudrais aborder maintenant un second point. J'espère que non, ça va, vous n'êtes pas fatigué? Ah, formidable. Alors, deuxième point, donc c'est le franchissement de la Manche finalement. Moins sous l'angle de la natation, hein, que sous celui de l'achèvement de la christianisation et de l'intervention d'un personnage que j'ai souvent nommé Chrétien III. Donc, le roman de Brut, hein, de Wace, que j'ai déjà nommé, qui est le premier vraiment à traduire, hein, et qui, j'ai oublié de le dire, avait été dédié à Aliénor d'Aquitaine, évidemment, en 1155. Et celui, je l'ai dit, qui donne la couleur chevaleresque à l'ensemble, largement, qui impose la table ronde comme motif d'égalité des chevaliers autour du roi Arthur, et qui impose aussi ce monde avec ses valeurs. Le substrat breton est essentiel, on l'a vu, évidemment, hein, je ne vais pas dire le contraire de ce que je viens de raconter pendant un bon moment, mais l'originalité des récits arthuriens, merveilleux, chrétiens, plein d'histoires d'amour, hein, trois traits qui peuvent paraître contradictoires, mais qui se rassemblent très bien, est endogène, cette originalité, et tient au travail des auteurs eux-mêmes, hein, des différents cycles des romans arthuriens, aussi bien à l'écrit, on va voir Chrétien III, que, je viens d'en parler, à l'oral, hein, le travail de ceux qu'on appellera les trouvères plus tard. Hein, les troubadours pour le sud, hein, c'est le même mot, mais le sud, les troubadours, hein, et les trouvères pour le nord. Mais le vocabulaire n'est pas encore arrivé, hein, ce vocabulaire-là. Toujours est-il que donc ces auteurs ont créé le Graal et ont largement popularisé le thème des fées. On avait vu tout à l'heure au tout début qu'il était présent dans les toutes premières légendes en cymrique, mais elles étaient accessibles à très peu de monde. Donc c'est vraiment deux thèmes fondamentaux du merveilleux arthurien que le Graal et les fées qui sont vraiment l'œuvre des auteurs du continent. Donc à la zone anglo-normande se rattachent quelques œuvres d'inspiration bretonne, outre bien sûr le roman des rois de Bretagne, hein, notamment les romans de deux auteurs dont on ne sait rien, hein, même si on connaît quelques-unes de leurs œuvres, des extraits surtout, Béroul et Thomas, les auteurs notamment de Tristan et Iseut, hein, du cycle de Tristan et Iseut. On a aussi les très brefs récits de Marie de France, ce qu'on appelle ses laits, L-A-I-S, hein, qui, pense-t-on, aurait séjourné à la cour d'Angleterre, où elle prend connaissance des récits bretons, hein, elle ne les connaissait pas, qu'elle traduit elle aussi en roman, mais en poème. Donc elle utilise non pas le roman comme prose, c'est Chrétien qui le fera. Et encore, les premiers romans de Chrétien ne sont pas des poèmes, des textes en prose véritablement. Ce sont des textes qui ne sont plus chantés, mais qui sont tout de même assonancés, comme on dit, hein, avec un système de rime. Mais donc c'est à la cour de Champagne, avec Chrétien de Troyes, dont j'ai donné les dates tout à l'heure, que le cocktail du roman arthurien prend son dernier essor décisif. On ne sait presque rien de lui, je vous l'ai expliqué, à part ce que lui-même dit de lui. Hein. Il dit 3 mots de lui dans un des romans.
il était sans doute un clerc, en tous les cas la valeur de clergie, qu'il articule, qu'il n'oppose jamais, mais qu'il articule à celle de chevalerie, est extrêmement présente dans ses romans, hein, donc et à égalité, hein, l'idéal étant de participer un peu des deux univers culturels. Il fut, je vous l'ai dit, en relation avec deux cours princières importantes, hein, qui furent ses mécènes en réalité, donc la cour de Flandre et la cour de Champagne qui ont plus été apparentées. Par exemple, le chevalier de la Charrette, je vais vous donner ensuite la liste de ses œuvres, hein, donc quelques-unes figurent sur la table. Chevalier de la Charrette est dédié à Marie de Champagne, hein, la comtesse de Champagne, la femme d'Henri Libéral, celui qui a fondé les foires. Et le Perceval, qui est un roman inachevé hein, de Chrétien, est dédié au comte de Flandre, Philippe d'Alsace. Alors, ces romans attribués, qui sont 5 et non 6, pardon, le premier, on pense chronologiquement, c'est Érec et Énide. Je vous en dirai un tout petit mot de plus tout à l'heure. Il y a aussi Cligès, on voit apparaître des noms connus dans l'univers arthurien, mais surtout Lancelot, bien sûr, hein, ou le chevalier de la Charrette. Lancelot, c'est vraiment un personnage clé de l'univers des 12 de la table ronde. Yvain, bien sûr, ou le chevalier au lion, et Perceval, bien sûr, ou le comte du Graal. Et c'est là que ça devient central, même si le Graal est introduit avant. Je vais dire en quoi ça consistait. Chrétien a élaboré quelques thèmes très forts à partir de la culture aristocratique et de la matière bretonne. Il a réussi vraiment un cocktail qui avait été amorcé, hein, je me répète un peu, j'en ai conscience, mais vraiment, lui, il arrive à la synthèse. Et surtout, ce qui est important pour nous, les historiens, c'est que cet amalgame permet de mieux comprendre les mentalités des groupes chevaleresques. C'est-à-dire que le roman, la littérature, ce qui n'est pas si évident, devient source historique. Si vous considérez la littérature contemporaine, de fiction, c'est pas évident que les historiens dans le futur puissent s'en servir comme source pour comprendre la réalité du XXIe siècle, du XXe, pour ceux du XXe. Or là, il y a vraiment eu des études extrêmement convaincantes. Ils sont tellement imprégnés des valeurs aristocratiques, des mentalités aristocratiques, que les historiens littéraires aussi ont pu vraiment fournir des études très convaincantes.